Monsieur Ploncard-Dassac, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Blandine, Bonjour monsieur. toujours fidèle au poste. Bonjour Bonsoir. Jean. Bonjour, monsieur Rancard. Première question, que pensez-vous de la tentative de nomination de Cohn-Bendit par Emmanuel Macron au poste laissé vacant par la démission de Nicolas Hulot? Ça colle tout à fait avec le personnage de Macron. C'est de la provocation encore une fois, parce qu'il faut tout de même savoir quel est le personnage de Cohn-Bendit, l'individu qui se vantait d'aimer que les petits garçons lui tripotent la braguette. Les petites filles, je crois. Hein? Il me semble que dans son interview qui tourne en boucle sur Facebook, il se parlait plutôt des petites filles qui descendent sa braguette. Ah peut-être que oui, peut-être de tout, hein, pas tout. Donc ça va avec l'aspect dépravé de toute cette bande qui tourne autour d'Emmanuel Macron. C'est une provocation pour ceux qui ne sont pas contre comme eux, c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était très démonstratif du personnage de Macron. Mais je crois qu'il y aura d'autres questions aussi, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de choses qui se sont accumulées. C'était pas le coup de pub pour Cohn-Bendit qui aime bien remonter à la surface. Et alors, des ce qu'il y a médias. de curieux, c'est que c'est Cohn-Bendit qui a refusé finalement, paraît-il. Alors moi j'ai lu aussi que en fait c'était juste un joli coup médiatique monté tous les deux, hein, Macron et Cohn-Bendit, l'un faisant semblant de proposer le poste à l'autre qui bien sûr avait déjà décidé de le refuser en accord avec Macron. Oui, C'était peut-être, mais juste pourquoi faire? Je vois pas quel est le but. C'est pour faire du remue-ménage. C'est pour faire le buzz, hein, comme on dit. Hein. Moi, buzz, mais qu'est-ce que ça va rapporter au point de vue nombre de voix? Ce sont des gens qui ne cessent Mais d'essayer de gagner ils du sont temps. fêlés, ces gens-là. C'est pour gagner du temps. Alors, c'est pour gagner éventuellement du temps, c'est pour faire oublier l'affaire Benalla, Alia. C'est pour garder du poids. avoir du poids, Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Enfin bon, de toute façon, Cohn-Bendit, ça doit entre exister. pervers, on se comprend. Alors, on a une autre question. En dépit des poursuites dont il est l'objet, Macron a imposé Richard Ferrand au perchoir de l'Assemblée nationale en remplacement de François de Rugy, qui a pris la place de Nicolas Hulot, du coup. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, toutes ces jeux de Eh bien, gestion? on retombe toujours dans ce même aspect de Macron qui ne tient aucun compte des aspects tout de même moraux et d'honnêteté de ses collaborateurs. Ce sont des potes à lui, des gens qui l'ont aidé dans son ascension, donc il cherche à les imposer par tous les moyens. Et par exemple, Ferrand se sent tellement protégé qu'il a dit que même s'il était mis en examen, il ne démissionnerait pas de son perchoir. Donc voilà le public autour de Macron, que ces gens qui prétendent nous gouverner, qui sont des mafieux. Il n'y a pas d'autre terme, ce sont des mafieux. Ils tripotent dans toutes les affaires d'argent qui touchent le pays. Voilà. C'est ça qu'il faudrait que les Français commencent à comprendre. Ils sont gouvernés par des crapules. Des crapules et des malades sexuels, en plus. Je ne parle pas de Ferrand, mais je parle de Macron. On va revenir dans des questions plus tard. Un peu chaude. Sur les fréquentations de Macron, mais on va d'ailleurs continuer dans les fréquentations de Macron, mais d'un genre un peu différent. Le 4 septembre, à la Grande Synagogue de Paris, lors de la fête de Rosh Hashanah, début d'année pour le judaïsme, les responsables juifs ont alerté Emmanuel Macron sur l'islamisme. Votre commentaire? Je trouve ça culotté de la part des Juifs. Parce que, tout de même, il est bon de le rappeler, c'est tout de même l'intelligentsia juive qui a imposé la décolonisation et l'immigration-invasion. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur cette immigration musulmane pour nous submerger, nous, peuple français catholique. C'est donc l'héritage catholique que les Juifs veulent déblayer. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont attiré l'attention de M. Emmanuel Macron sur l'islam? C'est que ceux-là même, les Juifs, qui ont fait venir cet islam, commencent à prendre peur, parce que cet islam devient de plus en plus antisémite du fait des crimes d'Israël en Palestine. Et c'est là toute la question. Et bon, je crois qu'on en a parlé. En fait, ils voudraient bien que le monde catholique les aide pour contrôler cet islam qui se retourne contre eux. Eux qui l'ont fait venir. Je trouve ça remarquable. Très intéressant.
Alors, après avoir fêté le Nouvel An juif mardi soir, Emmanuel Macron a reçu à sa table les principaux grands maîtres de la franc-maçonnerie le 5 septembre 2018 au soir, nous dit Ouest France. Ça a été cité par Valeurs Actuelles récemment. Votre analyse sur cette invitation? Eh bien, on retrouve encore la filiation avec Nicolas Sarkozy. Puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai signalé à moult reprises, et je l'ai signalé dans mon livre sur Sarkozy, Sarkozy ou la mort programmée de la France. Je l'ai signalé dans mon dernier livre, Bonaparte, Hitler, Poutine, je crois que j'en parle aussi. Eh bien, c'est très simple. Comme Sarkozy, en fait, ils sont issus du même moule. Ce sont deux juifs d'origine convertie, enfin, des Maranes. Et donc, le parallèle que je veux faire, c'est avec l'invitation que Sarkozy avait fait quand il était ministre de l'Intérieur, où il avait invité toutes les obédiences maçonniques françaises pour le 275e anniversaire, je crois, de la naissance de la maçonnerie en France. Donc, vous voyez, c'est du copier-coller. Et rappelez-vous une chose que j'ai relevée déjà depuis à plusieurs reprises. À l'élection de Macron, le mot de Sarkozy, disant « Macron, c'est moi en mieux ». Tout un programme, je crois que c'était ce que j'avais commenté. Donc voilà, les deux compères, deux Maranes, qui sont là pour détruire la France. Il n'y a pas 36 000 façons de décrire cette situation. Jean-Michel Blanquer a annoncé le 10 septembre qu'il veut développer Celui-là. l'apprentissage de l'arabe à l'école. Un commentaire. Bon, alors, commentaires. Alors, je voudrais rappeler d'abord des commentaires que j'avais vus il y a déjà quelques temps, au début, quand Blanquer avait fait certaines déclarations. Les milieux conservateurs s'étaient réjouis de certaines orientations apparentes d'une certaine maîtrise de l'école. Remettre un petit peu d'ordre dans l'école. J'avoue que j'ai été quelque peu sceptique et antiseptique. Et alors, cette déclaration de Blanquer, pourquoi? À mon avis, ça a eu une raison toute simple. C'est qu'ils se rendent compte que les Français commencent à comprendre et ils se cherchent un nouvel électorat. Donc on cherche à faire plaisir au maximum aux musulmans. Et puis ça participe aussi à cette volonté de destruction de notre héritage français. À un moment, il avait dit qu'il remettrait à l'honneur plutôt les langues, enfin c'était au début de sa nomination, plutôt tout ce qui était latin et grec, mais ça c'était au tout début de sa Oui, mais il nomination. a annoncé qu'il, mais alors là c'est justement avec tous ces gouvernements, c'est la même chose. On va faire. Oui, mais le nombre de choses qu'ils ont annoncées, qu'ils n'ont jamais faites, sont des effets d'annonce. Bon, enfin voilà. Donc, on change de sujet et on va partir sur la médecine. Alors en ce moment, il y a de nombreux médecins qui mettent en garde contre des maladies moyenâgeuses, donc assez anciennes, telles que la gale, le scorbut, des maladies sexuelles comme la syphilis, qui seraient de retour en France. Ça a été l'objet d'un article dans le Dauphiné Libéré. À votre avis, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que j'en pense? D'où est-ce que ça revient? Bah oui, justement, c'est la question à poser, d'où ça vient? Comment ça se fait que ça revient? Ben, ça revient par toute cette population immigrée qui nous est imposée, qui arrive dans les conditions où ils sont. Il n'y a pas de contrôle sanitaire, on les entasse un peu n'importe comment, parce qu'en fait, on les fait venir, mais qu'est-ce qu'on leur offre comme accueil? C'est invraisemblable. Alors justement, si on veut pleurer un petit peu sur eux, c'est leur dire, mais comment faire venir des êtres humains pour les entasser comme ils sont? Alors bon, certaines fois, on nous montre qu'ils sont bien logés dans tel ou tel truc, où les SDF français n'ont même pas accès, bien entendu. Enfin, par rapport à la masse de l'immigration, c'est invraisemblable. C'est l'anarchie totale et intégrale. Et donc tout ça, en plus de ça, ce sont pour la plupart des hommes, c'est curieux. Cette immigration, pour la plupart, sont des hommes quand même,
qui sont en manque de femmes, donc ça entraîne des viols, et comme ils sont porteurs de maladies sexuelles, ça fait des maladies sexuellement transmissibles. Et voilà, et c'est ce dont le Dauphiné libéré ne parle pas, bien entendu. Ce serait trop politiquement incorrect pour leur feuille. Un récent sondage de l'IFOP pour le JDD tente d'accréditer que Laurent Wauquiez n'a aucune chance face à Macron. Il serait distancé par Sarkozy, Juppé, Bertrand, Pécresse et même Marine Le Pen. Se réjouit le point.fr. Quel crédit apporter à ce sondage? Bon, je vais déjà commencer par répondre tout d'abord par une chose que je dis très régulièrement. Si les sondages étaient fiables, on n'aurait pas besoin d'élections, ça ferait des économies. Alors, ce qu'il y a tout de même de très intéressant, c'est de voir les noms qui sont nommés, Bertrand et compagnie, qui ont fait des scores mais absolument ridicules, notamment contre Fillon. Et c'est toute la bande qui était contre Fillon qu'aujourd'hui, l'IFOP essaye de nous monter en épingle pour nous faire croire qu'ils ont davantage de chances que Wauquiez, qui a tout de même été élu à une écrasante majorité à la tête des Républicains. Donc tout ça, c'est une opération d'enfumage. Pas d'autre terme, c'est l'enfumage. Ils ont très peur, à juste titre ou pas, on verra la suite avec Wauquiez. Ils ont très peur de lui, et je voudrais faire remarquer deux choses. Le sondage, c'est qui? IFOP. Qui est majoritaire à l'IFOP? Madame Laurence Parisot, la mondialiste, ancienne patronne des patrons. Oui, MEDEF. Donc, mondialiste. Or, justement, ce qui leur fait peur, c'est que Wauquiez apparaît relativement peu mondialiste par rapport à tous les autres qui sont désignés dans le sondage. Et chose supplémentaire, au Parlement européen, quand il y a eu la mise en accusation d'Orban, Wauquiez a apporté son soutien. Donc vous voyez, voilà à quoi sert ce sondage. À démolir quelqu'un qui leur plaît évidemment pas plus que Fillon. On est dans le même cadrage, avec les mêmes individus. On verra ce que donnera Wauquiez, mais en tout cas, ce genre d'attaque contre lui, de prime abord, nous le rend sympathique. Alors, je reviens sur des questions de médecine. Donc, devant la pénurie des médecins en France, le gouvernement envisage de supprimer le numerus clausus. Alors, vous qui êtes médecin, déjà rappelez-nous ce que c'est le numerus clausus, et puis dites-nous si c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on décide qu'il n'y aura pas plus qu'un certain chiffre de médecins qui pourront devenir médecins. Enfin, candidats qui pourront devenir médecins. C'était je dirais pas une bêtise absolue, mais une crapolerie absolue, parce que du fait du manque de médecins en France, on fait venir des étrangers, qui ne parlent même pas français bien souvent. Donc vous voyez les dégâts. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas faire entrer tous ceux qui rêveraient de devenir médecins d'un seul coup. Il n'y a plus de place dans les universités. Donc, le problème est très mal posé, soit volontairement, soit involontairement, je n'en sais rien. Le problème, c'est la sélection d'étape en étape. Moi, quand j'ai eu mon cursus médical, j'ai eu au moins 3 étapes majeures avant d'arriver à l'université. Donc, ça élimine. Tout le monde n'est pas fait pour devenir médecin. On peut en rêver, mais tout le monde n'est pas fait pour devenir médecin. Et il ne faut pas qu'on laisse tout rentrer pour, au bout, se trouver dans le petit bout de l'entonnoir. Il faut qu'avant, on élimine. Donc, je suis tout à fait pour que tous ceux qui veulent faire médecine puissent le faire, mais à condition qu'il y ait des barrages, des tests, des examens aux différentes époques importantes de l'enseignement scolaire. Tout à fait autre chose, que pensez-vous de la candidature de Manuel Valls, ancien Premier ministre de la France, à la mairie de Barcelone? Eh bien, c'est exemplaire. C'est exemplaire, ça montre bien à quel point
Bon, alors, petite parenthèse, pour ceux qui ne le sauraient pas, Manuel Valls, encore un, est d'origine juive. Et de là-bas, justement. Il a été naturalisé en 1984. de mémoire. Et en plus de ça, c'est un néo-français, si on peut dire, donc doublement néo-français, si on peut dire. Il est d'origine juive des Baléares. Il a un ancêtre qui était grand rabbin des Baléares, qui d'ailleurs a été quelque peu, je crois, brûlé à une certaine époque à cause de son double visage, justement. Et donc, c'est que cette démarche de Valls, qui s'est rendu compte qu'il était tout de même passablement discrédité en France, c'est typique justement de ces représentants du monde juif. Ils ne sont de nulle part. Un jour ils sont espagnols, un jour ils sont français. Prenez Cohn-Bendit, un jour il est allemand, l'autre jour il est français, etc., etc. Ce sont des nomades qui veulent venir nous donner des leçons pour nous obliger à faire leur politique. C'est ça que je demanderais aux Français finalement de comprendre, quand même, enfin. Voilà, donc je trouve ça très démonstratif, très intéressant. C'est pas un fait divers, c'est un fait significatif. Moi, j'en profite avant qu'on passe à la catégorie nos milieux, vous interpeller sur le planning familial qui, à UADIA, conteste une sursexualisation pédagogique des enfants depuis le plus bas âge. Pourtant, lorsqu'on se rend sur le site officiel dont le slogan est « Liberté, égalité, sexualité », on se demande pourquoi ils ont enlevé le mot « fraternité », ça devait peut-être les gêner. Ben, c'est compris dans la sexualité. Et sexualité au pluriel, bien évidemment. On peut y lire des articles explicites, je cite, des petites citations. Le planning familial, c'est aussi questionner l'hétéronormativité de notre société. L'avortement est un droit fondamental. La masturbation est une pratique sexuelle commune dès l'enfance et tout au long de la vie. Dans tous les domaines, ils veulent sexualiser. Invraisemblable, ce sont des obsédés sexuels. Il y a un mélange à la fois de perversité qui est la norme chez eux. C'est la norme chez eux. Ouais. Cette hypersexualité dépravée, invertie, de plus en plus souvent aujourd'hui. Et en même temps, c'est une machine de destruction contre notre société. Ah oui, oui. J'ai eu dernièrement un message sur Facebook d'un type disant, voilà, je voudrais vous demander votre avis, je suis gay, qu'est-ce que vous me conseillez? Textuel. Que répondre? Je lui ai dit, écoutez, je peux difficilement vous répondre, je ne peux pas approuver, mais je fais la différence entre les véritables homosexuels qui, en général, sont discrets, qui vivent leur vie, on ne leur demande rien, ils ne nous demandent rien, et les autres qui le font par défi, par volonté de destruction de la société. Et ceux-là, nous voulons les éliminer. J'ai plus de nouvelles, alors je ne sais pas de quelle catégorie il était, s'il a voulu me sonder ou pas. Ben, c'est ça. Mais voilà. Bon, c'est ça. Donc voilà, je fais toujours la même question. Pour moi, il y a deux types d'homosexualité. Oui. L'homosexualité... Vécu. Non, attendez, non, constitutionnelle d'une part, oui, et par la même occasion, vécu. Oui. Vécu, Voilà. ils sont comme Et ça, puis, ils sont comme ça. une homosexualité de spectacle, une homosexualité Et puis l'homosexualité de de dépravation Ouais. et de défi vis-à-vis de la société. Ça, il faut Tout bien pour- faire la différence. Parce qu'il y a des malheureux et il y a des salopards. Et il ne faut pas les mélanger. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai une toute autre question. On revient sur un autre cadre. Sous le titre Non au national-sionisme d'égalité et réconciliation, a publié un texte qui s'appelle Pour la plus grande France, dans le but de lutter contre les tensions communautaires et l'instrumentation des questions identitaires. Donc, c'est à croire qu'ils vous lisent tellement qu'on y retrouve certaines de vos formulations. Vous-même, qu'en pensez-vous?
Alors, il est certain que plusieurs intervenants dernièrement me disent « Mais c'est incroyable, mais ils doivent vous lire à Égalité Réconciliation, Soral et compagnie, parce que le nombre de tournures de phrases ou de citations que l'on retrouve chez eux, je les avais entendues déjà chez vous. » Bon, alors bon, tant mieux, mais alors, bon, tant mieux, mais avec un sérieux bémol. C'est qu'on constate dans le même temps que dans Égalité Réconciliation, aujourd'hui, il y a tout et le contraire de tout. C'est l'alliance des opposés. Or, je regrette beaucoup, c'est pas viable. C'est pas viable. On ne peut pas faire marcher ensemble des gens qui pensent des choses diamétralement opposées. Pas possible. Une question de logique, et c'est une question d'observation de l'histoire. Toutes les entreprises qui ont essayé de jouer le grand rassemblement en faisant fi des différences, et non seulement des différences mais des oppositions, ben ça se casse la gueule. Donc c'est ça, que autant on peut apprécier ce qu'il y a de positif encore relativement, bien que je trouve que la proportion diminue de plus en plus à Égalité et Réconciliation. N'est-ce pas, Eric? N'est-ce pas? On aura l'occasion d'en parler. Hein. Il y a quelque chose de bizarre aujourd'hui au sein d'Égalité et Réconciliation. Il y a une évolution, elle n'est pas dans le bon sens. Je peux me permettre. Oui, mais je vous en prie, vous êtes là pour ça. Moi, je pense qu'en fait, ce Soral, il s'est mis volontairement entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour rapatrier, on pourrait dire de l'électorat musulman, pour voter pour qui? Pour les Le Pen, qui sont complètement sionistes. Bien entendu, exactement, ouais, exactement. Alors, c'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. C'est absolument contradictoire. On ne peut pas être pro-musulman et pro-sioniste. Et puis pro-sioniste. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vendre et de toute façon, ils nous emmerdent. Ouais. Je regrette beaucoup. Excusez-moi, Blandine. Parce que nous, notre but, c'est quoi? C'est d'être français, de rester français, de faire des Français. Est-ce qu'on peut prendre des paris maintenant? Est-ce que vous pensez qu'Alain Soral va soutenir Marion Maréchal machin? C'est pas exclu. C'est pas exclu. Parce qu'il a tendance toujours à aller vers ce qu'il pense être une vague porteuse. Parce que ça fait du fric. Il y a ça aussi. Ouais. Parce que, et encore une chose, je crois qu'on a déjà parlé de cet aspect-là à propos d'Alain Escada, à propos des réunions de Bourbon, Rivarol et compagnie, et à propos des réunions de Schirmer-Montreuil. L'obsession, donc, Soral aussi avec l'égalité et réconciliation, l'impression que ces gens-là nous donnent du fait du magma qu'ils invitent, où il y a justement des tendances opposées, non seulement différentes, mais opposées, c'est qu'ils s'en fichent éperdument. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du monde, parce que ça fait des entrées et ça peut faire vendre des livres. Oui. Donc, le but politique, l'action politique, la croisade politique pour eux, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est faire du fric pour eux. Ben, il va vous dire qu'il faut de l'argent pour faire de la politique. Nous, comment est-ce que l'on vit? On travaille. On travaille et les gens sérieux nous rejoignent. Les autres, je m'en contrefiche éperdument. Ils les gardent. Le général Picmal s'oppose au concert du rappeur Medine, prévu les 19 et 20 octobre au Bataclan. Dans une lettre aux Français, il propose de sanctuariser ce lieu et d'y ériger un mémorial où serait gravé un texte dont s'y joint une strophe. Ami passant en ce lieu sacré, souviens-toi toujours de la tuerie du Bataclan et respecte la mémoire de tous ceux qui sont morts ici, dans Paris et au Stade de France le 13 novembre 2015. Qu'en pensez-vous? Bon, vous savez très bien, j'ai déjà parlé du général Picmal. Le général Picmal qui s'était levé contre les migrants imposés à Calais. Et puis, c'était du temps de Valls, il s'était fait taper dessus. Et il s'était tout de suite mis au garde-à-vous en disant « Oh, mais je suis un bon général républicain, etc. etc. » Alors maintenant, il vient nous faire des trémolos sentimentaux sur le truc du Bataclan. C'est du romantisme, ça. Mon général, c'est du romantisme. La chose importante, c'est pas la tuerie, c'est qui a fait la tuerie, protégé par qui. Parce que, je voudrais rappeler, vous qui êtes militaire, général Picmal,
comment se fait-il que les militaires de l'opération Sentinelle qui étaient à côté du Bataclan, qui voulaient intervenir, ont été retenus par l'autorité militaire sous l'autorité du gouvernement? Alors, pleurer sur les gens qui étaient au Bataclan, qui étaient tout de même pas très recommandables, parce que c'était tout de même un spectacle quelque peu satanique. Voilà à quoi servent ces rescapés de la haute hiérarchie de l'armée française. Rappelez-vous ce que j'ai cité l'autre jour, ce jeune militaire que j'avais été amené à connaître par une de mes amies. Bien, des plus jeunes, enfin je ne les mets pas tous dans le même sac tout de même, mais du plus jeune jusqu'au haut gradé. Mais quel mélange de bêtises, de lâcheté, de conneries! Mais là encore, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il a besoin qu'on parle de lui maintenant? Qu'il prenne sa retraite tranquillement. Je ne comprends pas pourquoi les gens reparlent de lui. Il a besoin de se blanchir encore de quelque chose. En tout cas, c'est pas avec ça qu'il se blanchira auprès de nous. Ça, je garantis, parce que là, il est catalogué. Terminé. En parlant de catalogue, vous avez vu qu'il y a... Indécrottable. Vieille baderne. Ouais. Il y a une nouvelle librairie dite d'extrême droite qui va ouvrir au quartier latin. Est-ce que justement vos livres ils seront vendus ou non? Non, parce que vous êtes un C'est une provocation, ça, Blandine. Oui, j'exprès, c'est pour ça que j'ai bien dit une librairie dite d'extrême droite. C'est une provocation. Alors, extrême droite, ah bon? C'est leur positionnement. C'est François Bousquet, je crois, le nouveau directeur de cette nouvelle librairie. Alors, c'est curieux parce que nouvelle librairie, justement, le programme est déjà pratiquement lancé puisque c'est une librairie nouvelle droite. C'est la tendance nouvelle droite. Comme TV Liberté. C'est la tendance nouvelle droite. C'est François Bousquet, était collaborateur de celui qui était le conseiller de Sarkozy, Buisson, Patrick Buisson. Donc on retombe dans cette espèce de magma nouvelle droite, paganoate, qui a fricoté avec Sarkozy, et déclaration du François Bousquet, répondant à l'Express, parce que c'est l'Express qui l'a interviewé pour lui faire de la pub. Or, l'Express est la propriété d'un certain franco-israélien, Patrick Drahi. Donc, vous voyez tout ça. Petit jeu de rôle. Donc, ils sont entre copains. Et le François Bousquet a déclaré, bien entendu, je ne vendrai pas les livres de Forisson ni de Soral. Alors, c'est pas pour vendre les miens. Oui, d'ailleurs, Égalité et Réconciliation avait donc fait la promotion de ce Bousquet, et ils ont fait un texte tout dernièrement en s'en mordant les doigts. Ils ont été un petit peu coquifiés. Parce que du coup, Égalité et Réconciliation est franchement contre le national-sionisme. Non, mais c'est ça qui est fatigant avec Égalité et Réconciliation, c'est qu'il y a des aspects positifs et des aspects contradictoires avec ces aspects positifs. Ça ne colle pas. Qu'est-ce qui se passe dans le crâne de ses principaux dirigeants, à commencer par Soral? Il y a un problème psy. Un problème psy, là. Très bien de consulter. Que pensez-vous de la nomination de Philippe Besson, ami du couple Macron, au poste de consul de France à Los Angeles? Encore une fois, c'est tout un symbole. Bon, c'est Philippe Besson. Philippe Besson qui a une certaine réputation quelque peu sulfureuse, qui serait quelque peu homo sur les bords. Donc on comprend vite la proximité qu'il peut avoir avec Macron. En plus de ça, il vient de commettre un livre à la gloire de Macron, donc c'est une petite récompense, un petit remerciement. Et puis consul à Los Angeles, mais c'est magnifique. Vous vous rendez compte du symbole? C'est près d'Hollywood, avec tous les pervers d'Hollywood. Il sera en pays de connaissance. Et vous savez à quoi je vais convier nos auditeurs, et vous aussi? Macron maintenant, on va l'appeler Emmanuel Le.
référence à Emmanuel Le. Ah d'accord. Entendu. Vous voulez dire cette série... Ben, vous avez l'air perplexe, je n'ai pas compris. Cette série de navets érotiques. Voilà, exactement. Culte, mon cher, culte, nous dit-on. Surtout vous n'avez plus. Non, mais bon, je ne savais pas qu'il vaut mieux en pleurer, mais on a envie de les fouetter, ces gens-là. Le pire, c'est qu'ils seraient capables d'aimer ça en plus. Oui, cette nomination sent un peu le cuir, mais ce qui est quand même... Ils sentent le cuir, oui, ils sentent le cuir. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans les sondages, ce qui est une manière de se faire fouetter par le peuple, il a réussi à faire pire à la même période que François Hollande, qui pourtant Ah oui, non, mais c'était extraordinaire. était déjà extraordinaire. tellement bas que, comme Extraordinaire. disait Santini, il va trouver du pétrole. Ça, c'est bon. Alors, Elle est très bonne celle-là, celle-là je l'avais pas vue. Elle est très bonne. Alors, toujours dans la sphère des proches de Macron. Alors, selon Le Point encore, hein, Benalla étant sur la touche maintenant, le nouvel ami d'Emmanuel Macron serait Mjid El Guerrab, ce député des Français de l'étranger, accusé d'avoir agressé le socialiste Boris Faure et mis en examen pour violence volontaire. Alors, il serait courtisé par le président, indique Le Point. N'est-ce pas là touchant? Oui, je suis profondément touché, effectivement. Il doit être en manque de son Benalla, maintenant, bien que Benalla est tout de même toujours dans les parages, et que le Benalla est soutenu visiblement par l'Élysée. Il n'y a qu'à voir comment Benalla et son avocat protestent, disant que le Sénat n'a aucun droit d'interroger Benalla. Donc vraiment, ces gens se croient au-dessus des lois, eux et leur perversité. Voilà. Il y a une controverse sur le coût exorbitant du vol Tokyo-Paris, emprunté par Édouard Philippe le 5 décembre 2017. Il s'est fait à nouveau moucher par le canard enchaîné le 5 septembre, qui révèle que son déplacement à Gap le 29 août pour quelques heures aurait coûté plus de 150 000 €. Votre commentaire? Il est récidiviste, parce qu'il avait déjà fait un voyage en Nouvelle-Calédonie, qui avait coûté plus de 300 000 €, 350 000 €, je crois, un truc dans ce coup-là. Tout simplement parce qu'il trouvait que l'avion de l'État français qui devait le ramener, je suppose qu'il avait amené aussi, ou bien c'était encore un voyage en avion privé. Donc c'est un voyage en avion privé pour pouvoir revenir plus vite en France et pouvoir travailler pour le bien des Français, bien entendu. Et ensuite, ils viennent nous dire que l'État va faire des économies. Va faire. Hein? Un nouveau service de vaisselle pour l'Élysée à 500 000 €. Un voyage par-ci des uns ou l'autre de nos éminences. Eh bien, ils vont faire des économies de l'État. Pendant ce temps-là, les Français, de plus en plus, crèvent de faim. Quand est-ce qu'ils vont se révolter, ces Français? Alors, on a quelques questions maintenant et nous partons à l'étranger. Les médias viennent de commémorer avec force l'anniversaire du 11 septembre 2001. Souhaitez-vous revenir sur cette étrange affaire? Je crois qu'il faut y revenir, étant donné que nos chers médias ont fait encore tout un tintamarre pour essayer de vendre la fable aux bons citoyens. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de 11 septembre? C'est, de prime abord, un attentat islamiste, nous a-t-on dit, à l'aide d'avions détournés et qui ont percuté 2 tours du World Trade Center à New York. Bon. Alors, il y a tout de même plusieurs observations à faire à ce sujet-là. Donc, j'en ai traité d'ailleurs dans mon livre Le complot mondialiste. Il y a 2 chapitres là-dessus, apportant un certain nombre de questions et de preuves en réponse pour démontrer que c'est un faux absolu, que c'est un mensonge d'État, en même temps que ça a été un crime d'État. Alors, regardons les choses de plus près. Bon, commençons par les images. J'en ai déjà parlé, je vais y revenir. Et il y a de plus en plus de documents là-dessus, d'ailleurs, de la part de milieux scientifiques du monde entier, non seulement américains, mais du monde entier,
spécialistes de l'urbanisme, d'architectes, qui disent que ces tours n'ont pas pu être effondrées uniquement par la percussion des avions. Bon. Y avait-il des avions? Y avait-il des avions? Alors on a vu des images. Mais quand on regarde ces images, je reviens sur ce que j'ai déjà dit précédemment, qu'est-ce qui se passe? On voit un avion à chaque fois dans chacune des tours qui rentre dans une tour comme absorbé. Il n'y a pas de débris qui explose. Or, vous imaginez, essayez d'imaginer un petit peu un avion qui percute un corps dur comme une tour en béton, ferraille, etc. Normalement, le cockpit, les ailes, tout devrait partir en petits morceaux. On ne voit pas. C'est absorbé. L'image montre que l'avion est absorbé dans la structure des tours. Donc, c'est ce qu'on appelle un hologramme. C'était une image fabriquée. Et puis, même s'il y avait eu ces avions pour faire tomber, quand on voit la façon dont ça s'écroule, la vitesse à laquelle ça s'écroule, 7 secondes par été, ça ne peut avoir été provoqué que par des explosions à la base des structures. Et c'est ce que tous les spécialistes, ingénieurs, architectes et autres disent. Ce n'est pas possible, c'est la technique bien connue. Quand on veut, dans un quartier, démolir un édifice, sans faire de dégâts aux édifices qui sont autour, on mine au point porteur de la structure que l'on veut détruire, et ça s'écroule comme un château de cartes, à plat. Donc techniquement, ça ne colle pas. Et je voudrais rappeler une citation que je donne, que je redonne, qui est dans mon livre Le complot mondialiste, qui est absolument irréfutable. Ça a été publié dans le New York Times. Non, pas New York Times. Bon, peu importe, ceux qui veulent savoir quelle est la référence, c'est dans mon livre. Il y a eu, la veille des attentats, une mise en garde d'un des services de renseignement de l'armée américaine, disant que les milieux juifs, le Mossad, avaient la capacité de provoquer des attentats aux États-Unis en faisant croire que c'était les milieux musulmans pour pouvoir entraîner des guerres contre le monde musulman. Même pas 24 heures après, ce qu'ils annonçaient se produisait. Puis il y en aurait d'autres. Et puis, déclaration de Sharon à l'époque, c'est très bien, maintenant nous pouvons faire ce que nous n'osions pas encore faire en Palestine, ou répondant à son ministre des Affaires étrangères qui lui disait, mais tout de même, il ne faudrait pas y aller trop fort en Palestine, parce que quand même ça va provoquer des remous. Et Sharon lui répondant, ne vous en faites pas, nous contrôlons l'Amérique et les Américains le savent. Bon, donc nous sommes les maîtres. Bon. Et puis, encore petit détail, on n'a jamais retrouvé les boîtes noires, mais on a retrouvé les passeports des soi-disant pirates. Alors écoutez, il ne faut pas se foutre de la gueule du bon peuple quand même. Or, ces salopards de journalistes répètent comme des valets pour leur pitance le mot d'ordre qu'on leur donne de diffuser. C'est ignoble, parce qu'il serait temps quand même que même si certains n'ont pas encore compris, ils le comprennent maintenant. Il y a suffisamment de données. Quand on voit les salaires... Hein. Comment? Quand on voit les salaires... Ah oui, quand on voit les salaires... 70 000, 100 000... Le maître à penser du bon peuple en démocratie... Et ils sont subventionnés, les journalistes en France. Hein. Il y a une subvention d'État, il y a des bonus en tout genre. Des déductions fiscales aussi. Non, ben voyons. La trahison, ça se paye. Alors, ainsi commence de façon dramatique et alarmante la proclamation présidentielle de la préparation 2018 par Trump, donc aux États-Unis. Le mois national de la préparation est l'occasion d'attirer notre attention sur l'importance de préparer nos familles, nos foyers, nos entreprises et nos collectivités
aux catastrophes qui menacent nos vies, nos biens et notre patrie. Trump voulait-il préparer les Américains à une catastrophe? Alors, j'avoue que ça m'a fait tiquer ce truc-là. C'est vraiment très curieux. On ne parlait pas encore de l'ouragan. Je ne pense pas qu'il soit question de l'ouragan là-dedans. Je pense qu'il est en train de préparer l'opinion publique américaine à une guerre mondiale avec la Russie. Ça les démange. Ça les démange. Ça les démange. Alors, Trump est poussé par Netanyahou de façon invraisemblable. Et à mon avis, c'est ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Je pense que tout le monde hésite un petit peu, enfin le côté américain, mais ils savent très bien que, et pour les États-Unis et pour Israël, ce serait le seul moyen éventuel de s'en sortir. À moins que la réponse russe ne soit terrifiante et que ce soit la fin des États-Unis et d'Israël. En tout cas, pas compte, parce que les grandes manœuvres russes à Vostok, je crois, la plus grande manœuvre militaire russe de tous les temps, même du temps de l'Union soviétique, avec la collaboration de la Chine, ça a une certaine signification quand même. Alors quand un Hillard vient nous dire que Poutine est aux ordres de Netanyahou et du clan juif, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut vendre comme marchandise avec ça, hein? Il est au service de qui, Hillard? En tout cas, on a vu à l'occasion de la mort de John McCain, dans les condoléances provenant de l'AIPAC et de la communauté juive américaine, ou même pas américaine, communauté juive du monde, ce qui revient, c'est pourquoi les États-Unis se désengagent, attention, vous perdez votre suprématie, attention, vous allez bientôt plus pouvoir nous protéger. Tout à fait, mais bien entendu, c'est leur obsession. C'est pour l'obsession. Mais on la retrouve. Leur patron perdre. On le retrouve en France quand justement Macron est interpellé par les Juifs pour la fête du Nouvel An juif, qu'il interpelle sur l'islam. C'est protégez-nous, protégez-nous, protégez-nous. Mais le problème, c'est que l'islam, c'est eux qui l'ont fait venir. Et maintenant, c'est le boomerang qui leur revient dans la gueule. Et j'avoue que j'en tire une certaine satisfaction. Alors, toujours aux États-Unis, avez-vous vu la réaction furieuse de John Bolton, adjoint à la sécurité des États-Unis, qui a vociféré contre l'annonce d'une enquête du TPI sur les crimes commis par l'armée américaine en Afghanistan? Oui, ça c'est touchant. C'est touchant parce que, bien entendu, les Américains, ce sont des frappes propres. Il n'y a pas de victimes collatérales, il n'y a pas de civils qui sont tués. C'est pas comme les Syriens ou les Russes quand ils bombardent. Non, eux, c'est propre. Et puis, ils ont la conscience universelle pour eux. Mais derrière cette histoire-là, qui fait réagir Bolton, il y avait surtout un autre chapitre. Il parle de l'Afghanistan, mais il y a l'autre chapitre. C'est qu'il était question aussi que le tribunal pénal international s'occupe enfin des crimes commis par Israël en Palestine. Alors là, ça le reste en travers dans la gorge. Alors on pleure, on menace. C'est pathétique, hein. Franchement, j'ai eu la larme à l'œil parce que je l'ai plaint. Et les Juifs qui craignent justement que les Américains perdent leur rôle, c'est exactement ça ce qui se passe. Et c'est ça, c'est ce que j'aime avec Poutine, c'est la prise en tenaille des États-Unis et de tout ce monde américano-sioniste. Prise en tenaille entre l'aspect économique, par la dédollarisation de tous les échanges, il y a de plus en plus de pays qui le font. Donc à terme, pas besoin de faire un petit dessin, c'est la mort du dollar, tout au moins de la prépondérance du dollar. Et deuxièmement, l'aspect militaire. Parce qu'au point de vue équipement militaire, les nouvelles armes russes sont, disent les spécialistes, largement supérieures à l'armement américain qui est obsolète. Beaucoup plus nombreux, mais obsolète. Voilà pour répondre à M. Bolton. Le TPI est une justice de puissance. Si les puissances changent, ça risque de faire une surprise. Mais rappelez-vous, l'ancienne présidente, j'en ai parlé déjà, l'ancienne présidente du tribunal pénal international, la Suissesse Carla Del Ponte.
C'est elle qui avait dénoncé les trafics. Bourgan, Hein? avec Kouchner. Oui, bien entendu, au sujet du Kosovo, les trafics d'organes pris sur des prisonniers serbes. Pour qui? Pour des cliniques spécialisées en Israël. Des maisons jaunes. Ouais. C'est même pas non, c'était pas des maisons closes là, à ce sujet-là. C'était pour de riches. Jaune, la couleur jaune. Jaune, hein. Elles sont jaunes les maisons. On n'a pas dit les maisons closes. Ah non, jaune, elles sont jaunes. Il y en a peut-être, hein. Ils aiment bien les couleurs. Donc, pas besoin de faire un petit dessin. À qui étaient destinés ces organes. Donc voilà, donc il est incontestablement le tribunal pénal international qui a été quelque peu ignoble vis-à-vis d'un certain nombre de responsables militaires serbes, a tout de même eu aussi un volet de condamnation et de dénonciation de choses absolument inadmissibles que l'ONU, au travers de notre cher Bernard Kouchner, a absolument couvert. Avec la CAFOR. Nous avons parlé la dernière fois des projets européens. Kouchner, comme le beau-frère, le beau-fils de Trump, même origine. Même origine. Vous avez compris? Bon. Kouchner. Nous avons parlé la dernière fois des projets européens de Steve Bannon. Et vous avez marqué vos réticences, sans oublier ce monsieur Modric Amen, qui le balade avec lui à chaque fois. De qui? Modric Amen, un Belge qui finance ses activités en Europe. Serait-il un agent sioniste détaché par Trump pour unifier les mouvements populistes européens pro-sionistes et les rattacher aux intérêts américano-sionistes? Oui, je pense. Je crois d'ailleurs que j'en avais déjà quelque peu parlé. Le grand jeu des Américains, c'est d'essayer de garder l'Europe sous leur coupe. Bon. Alors, le monde libéral européen est en train, je pense, de péricliter tout doucement. Alors, il faut pouvoir continuer à occuper le terrain. Et le seul moyen d'occuper le terrain, c'est de se servir de ces mouvements populistes qui, pour la plupart, sont pro-sionistes. Pro-sionistes, je dirais, par réaction bête et primaire, vis-à-vis de l'immigration musulmane. Et c'est toujours la même chose, ces réactions populistes, sionistes, ne remontent pas à la cause. Parce que, encore une fois, si les musulmans sont en France, en Europe, etc., qui les a fait venir? Donc si on veut régler le problème, c'est en éliminant ceux qui les font venir. Ceux-là même qui dénoncent. Et par la même occasion, la source sera tarie. C'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais vous faire remarquer une chose, je ne sais pas si vous allez en reparler tout à l'heure, c'est l'attitude très étrange du nouveau chancelier autrichien, qui a été apparemment très proche de Orban, et qui l'a lâché au Parlement européen, puisque cette réunion du Parlement européen, il faut le signaler aussi, a été exigée par Macron pour pouvoir bloquer Orban et sa politique. Donc voilà. Donc, mouvement populiste que les Américains pensent récupérer à cause de leur sionisme. Oui. Donc le libéralisme va certainement disparaître quelque peu, mais on compte sur ces mouvements populistes sionistes pour garder la main mise sur l'Europe. D'où l'utilité de Bannon. Et de Marion. Maréchal Hawke. Ouais. Toujours en Europe, que pensez-vous de l'assassinat de Zakharchenko, le dirigeant de la République populaire du Donetsk en Ukraine? C'est toujours la même chose avec nos ennemis. Quand je dis nos ennemis, je parle aussi de ceux de ces Ukrainiens qui ont réagi au nouveau pouvoir ukrainien soutenu par Israël et par les États-Unis. Quand quelqu'un les dérange et organise une résistance à leur volonté d'hégémonie, ils le liquident. C'est un assassinat politique, et c'est cet assassinat politique que ni Macron ni la communauté européenne ne veulent en reconnaître.
un accident de circulation. Mais c'est comme la crucifixion du Christ, il n'est pas mort sur la croix, c'est un accident de circulation. Sa charrette roulait trop vite. Non, mais on en arrive à cela maintenant. Hein? Dans les milieux religieux aujourd'hui, c'est embarrassant le Christ. Embarrassant, il gêne. J'ai parlé de Michael Modrikaben, qui est donc le directeur du mouvement de Steve Bannon. Oui. Et qui, tout à fait accessoirement, entre 2000 et 2003, était le président de la communauté israélite libérale de Belgique. Ah, mais c'est vrai. Exactement. Mais oui, mais j'avais pas compris le nom. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça définit le personnage. C'est juste pour la faute bien. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Le plus beau, c'est qu'on a déjà dans notre maquette un articulé là-dessus, pour bien montrer justement quelle est la filiation intellectuelle de Bannon. Non, j'avais pas percuté sur le nom. Alors qu'en Égypte, les fonctions de gouverneur sont réservées aux militaires, le 31 août, le président Abdel Fattah al-Sisi a réalisé une petite révolution de palais en choisissant une femme de surplus chrétienne pour diriger la province de Damiet, dans le delta du Nil. Que vous inspire cette nouvelle? Eh bien, c'est intéressant, incontestablement, parce que c'est une réaction à la ligne qui était celle des frères musulmans. Morsi. Mohamed Morsi, exactement. Et c'est une pierre dans le jardin de cette politique des révolutions oranges musulmanes, téléguidées par qui? Par un certain Soros, CIA et compagnie. Donc c'est curieux. Sisi est un curieux personnage, intéressant. En tout cas, tout de même, il a non seulement c'est une femme, mais une femme chrétienne qu'il a nommée. En pays musulman, c'est tout de même curieux. Ce qui montre que dans certains pays musulmans, que ce soit en Irak du temps de Saddam Hussein, que ce soit en Syrie avec Bachar el-Assad, ou que ce soit en Iran avec les mollahs, il peut y avoir des communautés chrétiennes qui vivent parfaitement respectées, protégées, sans problème. Alors que dans d'autres pays musulmans, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut faire la différence aussi. Quand on parle du monde musulman, je dirais presque, c'est comme pour les homosexuels, il faut faire la différence entre les uns et les autres. On ne parle pas toujours de la même chose. À titre de comparaison, au Tchad, tout dernièrement, avec la nouvelle constitution là, du mois de mai 2018, maintenant les hauts fonctionnaires, ou peut-être même tous les fonctionnaires, doivent jurer au nom d'Allah d'exercer leurs fonctions. Ce qui fait que dans un pays qui est devenu tout récemment majoritairement musulman, on voit bien que tous ceux qui ne sont plus musulmans vont être exclus. Mais évidemment. Mais c'est l'élimination petit à petit de l'œuvre civilisatrice de la France en Afrique, avec nos missionnaires et nos militaires de l'époque. Tout ça avec la passivité bienveillante du pouvoir français. Alors que le maréchal al-Sisi avait dit devant les autorités religieuses suprêmes d'Égypte, mais pourquoi l'islam inspire autant de terreur dans le monde? Il semble être sur une ligne tout à fait opposée à celle d'Idriss Déby. Tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire un amalgame entre les musulmans. Il y en a avec lesquels on peut travailler, qui sont parfaitement conscients du danger mondialiste, comme nous. Mais c'est pour ça que je vois de plus en plus de musulmans qui prennent contact avec moi. J'ai encore eu dernièrement un message touchant d'un musulman me disant « Ce qu'on aime avec vous, c'est qu'on retrouve la vraie France que nous aimons. » Sur Facebook. Hier. Et il n'est pas le seul. Il y en a qui ont compris, parce que, en fait, la France que nous représentons a un pouvoir d'attraction. Ils ne sont pas tous fous et fanatiques, ils se rendent compte que nous sommes et nous avons été des civilisateurs. Et quelles que puissent être les différences, ils nous en sont profondément reconnaissants, même dans leur inconscient. C'est très curieux comme phénomène. Je constate ce rapprochement avec de nombreux musulmans et musulmanes. C'est comme ça, je m'en réjouis,
Parce que si on doit un jour réussir à bloquer ce processus du complot mondialiste messianique, ce sera entre des communautés différentes, mais ayant compris qu'on était tous soumis au même danger. J'ai une autre question, toujours aux États-Unis avec Trump. Le New York Times du 5 septembre 2018 a publié un article vitriol sur Trump dont l'auteur affirme faire partie d'un mouvement de résistance de l'intérieur contre les pires penchants du président. Alors vous qui avez toujours mis en garde contre Trump, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est curieux. Bon, moi il y a une chose qui m'intrigue dans cette affaire Trump avec ses opposants. Pourquoi est-ce que toute une frange de l'intelligentsia new-yorkaise, je dirais new-yorkaise, même pas américaine, new-yorkaise, c'est-à-dire tout de même profondément teintée de juiverie, on veut tellement à Trump? Est-ce parce qu'il a réussi à éliminer Hillary Clinton? Je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. En général, je trouve toujours une réponse à certaines actions. Je ne comprends pas parce que qu'est-ce qu'ils veulent de plus de Trump? Il est à plat ventre devant Israël. Il a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Il est entouré de juifs. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Alors, ce collaborateur anonyme, qu'on ne fasse pas rigoler, parce que quelle preuve en a-t-on? Et j'ai vu à un écho quelqu'un qui disait, mais collaborateur anonyme, c'est tout simplement le New York Times qui a voulu enfoncer Trump un peu plus. Mais pourquoi veulent-ils l'enfoncer? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a déplacé chez lui? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Je ne comprends pas. Ou alors ils veulent encore plus. Bon, il faut quand même savoir que le New York Times fait 1, 2, voire 3 articles quotidiennement contre Trump. Oui, bien sûr. Ça atteint une hystérie. Pourquoi c'est une hystérie? Pourquoi c'est... Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus de lui? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que lui? Il vient de couper les subsides que les États-Unis donnaient aux Palestiniens. Ça va améliorer le sort de ces malheureux Palestiniens encore. Qu'est-ce que ces milieux enjuivés new-yorkais veulent de plus de Trump? Je comprends pas. Si on a une explication, je la prendrai avec plaisir. À la fureur de Benjamin Netanyahou, le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Luis Alberto Castiglioni, vient d'annoncer le retour de son ambassade en Israël à Tel Aviv, moins de 4 mois après son transfert à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'est passé une passation de pouvoir dans ce pays. L'ancien président était aux ordres des Américains et d'Israël, et le nouveau, c'est le contraire. Alors, il y a une chose tout de même très intéressante derrière ça, c'est qu'on se rend compte que progressivement, tous ces pays, parce que c'est un petit pays tout de même, tous ces pays Amérique latine, qui étaient sous la coupe des Américains, notamment financière, d'où le nom de République bananière, se détachent progressivement des États-Unis. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont épaulés par la Russie. Donc ils se sentent forts, ils se sentent capables de s'assumer tels qu'ils veulent être, et non pas tels que les États-Unis voudraient qu'ils soient. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette réaction. Alors, toujours aux États-Unis, du coup, moi je repars aux États-Unis. Que pensez-vous des pleurs internationaux qui ont entouré le décès du sénateur John McCain? Rappelez-nous quelle était sa fonction. On en a un petit peu parlé il y a quelque temps, là. Eh bien, oui, ça m'a vraiment très touché. Vous connaissez mon cœur tendre, j'ai pleuré. Et c'est normal. C'est normal. Ça a été de tout temps un agent sioniste. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est un de leurs qui est parti. Et McCain, ça vous évoque pas quelque chose? Les frites. Justement, j'évitais de le dire, Mais j'ose tout, vous savez bien, Blandé. J'ose tout. J'ose tout. McCain, Voyons.
Je peux pas sortir. La vie est trop courte pour avoir attrapé des boutons, si on se retient. Une information faisait état d'une enquête menée par la chaîne qatari Al Jazeera sur le lobby pro-israélien aux États-Unis. On apprend maintenant que la chaîne a gelé sa diffusion. Avez-vous une idée de la cause de cette suspension? Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Si, mais on va vous laisser la primeur de Voyons, on retombe dans ce que on vient tous de dire, hein, c'est ce poids de la communauté juive américaine aux États-Unis, c'est invraisemblable. Non, mais la question... Tout ce que fait Israël est très bien. D'ailleurs, je crois... C'était les Qataris, là. Oui, c'était les Qataris. Bon, c'est déjà surprenant de la part des Qataris. Déjà, c'est surprenant. Bon, ils ont eu le courage de vouloir le faire, puis on leur a dit, pas bien, pas tout touche, pas tout touche. Mais alors justement, qui les contrôle? Qui contrôle Al Jazeera? Vous connaissez tout de même un certain nombre de structures juives aux États-Unis, dont la fameuse AIPAC, qui est l'organisme de surveillance de la communauté juive sur la politique américaine et mondiale. Oui, mais... Ça c'est bien, ça c'est pas bien, sinon pas. D'accord, mais la chaîne Al Jazeera, donc au Qatar, c'était notamment elle qui révélait, à l'origine en tout cas, là, en premier, les assassinats, les égorgements des Occidentaux. C'est toujours elle qui révélait en premier les différents... C'est curieux, oui. C'est curieux, effectivement. Alors, quand on sait qui, justement, est derrière ces... On va dire, Il y a une contradiction, là, c'est curieux, mais là aussi, c'est une chose difficile à expliquer. Mais ce qui est intéressant de relever tout de même de cette information, c'est qu'il y a eu la volonté tout de même d'ouvrir les yeux sur le comportement israélien, et que dès que les autorités juives en ont eu vent, c'est pas tout touche. Qui gouverne le monde? Je ne sais pas trop. Enfin, donc, bon, j'ai encore une autre question. Là, je dirais pour le moment. Pardon. Ouais. Oh, bah, oui. Là, on se déplace un petit peu plus, je dirais, au Vatican. Le scandale de l'ex-cardinal Théodore McCarrick, soulevé par Monseigneur Vigano, ancien nonce apostolique à Washington, fait de plus en plus de bruit et fragilise le pape François. Alors, redonnez-nous un petit peu les tenants et les aboutissants de cette sordide affaire. Bon, alors, ce cardinal américain a été accusé, apparemment à juste titre, de comportement pédophile, homosexuel. Benoît XVI avait édicté un certain nombre de recommandations pour le mettre à l'écart, qui n'ont pas été suivies par François. Première chose. Deuxième chose, ce que l'on a appris et que révèle Monseigneur Vigano, c'est que non seulement il n'a pas suivi les recommandations de son prédécesseur Benoît XVI, mais il l'a pris comme très proche conseiller. Voilà, tout ce que j'ai répondu. Il était collecteur de dons aux États-Unis. Et collecteur de dons aux États-Unis. Mais donc voilà. Donc là, ce François est un personnage... on croyait simplement ambigu. On commence à se demander s'il n'est pas aussi pervers. Bah, moi, c'est pas que je l'apprécie beaucoup, mais je vais quand même me défendre parce que j'ai l'impression qu'à vouloir écraser la maladie, c'est-à-dire tout ce qui est en effet fléau, homosexuel, pédophile, qui a en effet quelques bases, enfin c'est vrai, il y a quelques scandales dans l'église, et pas que, hein, en particulier de l'église catholique, enfin il n'y a pas que. On pourrait regarder aussi du côté des rabbins. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord, mais là on focalise sur l'église catholique pour l'amener, et à vouloir en effet éradiquer cette gangrène, cette maladie, on va éradiquer le malade, c'est-à-dire en fait l'église catholique. Et moi je pense que c'est plutôt l'église catholique qui est... non, mais c'est évident qui est... Bon. Alors, c'est très juste comme observation de Vladimir. C'est évident. Le problème, c'est que
Et c'est ça qui est pervers dans toutes ces informations qu'on nous sort. Je ne parle pas de Monseigneur Villegano dans l'histoire. C'est que dans la mesure où les autorités vaticanes, à commencer par le pape, font certaines déclarations qui, sous prétexte de charité, de miséricorde, etc., ont l'air de cautionner ces déviations, tout au moins c'est comme ça que c'est interprété dans les médias, ils creusent eux-mêmes la tombe de l'Église qu'ils sont censés représenter. Donc, moi, ce que je reproche à la plupart des derniers papes que nous avons eus, je dirais avec la réserve de Benoît XVI, qui a été certainement le moins mauvais d'entre eux, c'est qu'ils parlent trop. Ils ne font pas attention que la moindre de leurs paroles va être utilisée et détournée dans un certain sens, et qu'il vaut mieux la boucler. On a des papes aujourd'hui de communication, mais on n'en a rien à foutre de la communication. Ils doivent faire leur travail de pasteur de l'Église. Point. Donner les directives aux évêques. Si elles ne sont pas observées par les évêques, dégager les évêques, maintenir d'une main ferme, d'une poigne de fer, parce que c'est nécessaire aujourd'hui, ce qu'est l'Église. Sinon, je ne dirais pas qu'elle va disparaître, parce que bon, si elle est réellement une création divine, elle disparaîtra, mais que de malheur entre-temps que de victimes. Ceci, l'infestation homosexuelle et pédosatanique du clergé américain est connue depuis des dizaines d'années. Mais bien sûr, mais bien sûr. La maison balayée par les vents de l'ex-jésuite américain qui est mort en 99, d'ailleurs son dernier livre est là-dessus. La traduction française a été faite il y a 2-3 ans. Et il y a des chapitres complets sur l'état du clergé américain. Oui, américain. Mais vous savez, Malachi Martin. Oui, la plupart des perversions viennent des pays nordiques, Hollande, Belgique, du monde anglo-saxon. Ce sont ces pays-là qui pourrissent la civilisation chrétienne. Comme par hasard, depuis longtemps. Comme par hasard, c'est les premiers pays européens déchristianisés. Luthériens. Luthériens. Ouais. Enfin, oui, Luthériens. autant dire déchristianisés. Hein, Non, mais c'est pas Luthériens. Et rappelez-vous toujours une notion sur laquelle j'insiste toujours, pour ceux qui s'étonnent que les Américains soient toujours si proches d'Israël, il y a non seulement le poids de la communauté juive financière sur les États-Unis, mais il y a aussi cette démarche intellectuelle du protestantisme américain qui, par biblisme, estime que c'est sa mission politique de soutenir Israël. Ils sont plus centrés sur l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Rappelez-vous, certains m'étaient tombés dessus quand j'avais dit que je ne pouvais pas supporter l'Ancien Testament. C'est à cause de ça. Si on est catholique, il n'y a plus que le Nouveau Testament qui compte. C'est tout. Terminé. L'Ancien Testament est aussi... c'est une histoire, d'accord, mais ça reste au niveau de l'histoire. Ça reste au niveau de l'histoire. Il est assumé comme révélé par l'Église catholique. L'Ancien Testament, il est la grande démonstration d'un monde sans la grâce. D'où les histoires affreuses qui sont... Oui, mais je répète une notion aussi très simple que je donne constamment. Si il y a eu besoin d'un Nouveau Testament, c'est que l'Ancien est caduque. La vraie. Oui, l'Ancien. La vraie. Elle est révoquée. Normalement, le Nouveau confirme l'Ancien. L'Ancien a annoncé la révélation. Il le contient sous certains aspects, mais il ne le cautionne pas dans son entier. Enfin, il reprend la Genèse à la lettre. Non, je sais pas. Je reste neutre. Emmanuel Macron, là on est dans les questions bonus que vous nous avez envoyées Voilà. hier. Bonus. Oui, non, il y Macron vient a de eu plusieurs décréter questions qui sont rajoutées au dernier moment, effectivement. La repentance, décréter la repentance de la France pour le meurtre supposé du militant communiste pro-FLN Maurice Audin par l'armée française. Que pensez-vous de ce nouveau coup bas contre la France? Bon, alors il y a plusieurs aspects là-dedans. D'une part, effectivement, c'est un coup bas contre la France et contre l'armée française. Alors, sur quoi se base M. Emmanuel Macron? Parce qu'apparemment,
personne n'a de preuves comment est mort ou a disparu ce Maurice Audin. Il n'y a pas de preuves. C'est une hypothèse. Il se base donc que sur une hypothèse pour condamner la France et l'armée française. Bon. À supposer que, et c'est très possible d'ailleurs, qu'il ait été torturé jusqu'à la mort. Peut-être possible, mais encore, il n'y a pas de preuve. Même les autorités FLN algériennes ne peuvent en apporter la preuve. Pourquoi est-ce qu'un pouvoir qui a je parle de l'armée militaire, de l'armée française en Algérie au moment de la guerre d'Algérie, est amené à torturer des prisonniers, enfin des gens que l'on sait être des alliés des terroristes qui posaient bombes dans les lieux publics, qui massacrent des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, les déchiquettent. Pourquoi les torture-t-on, si ce n'est pour savoir remonter la filière des poseurs de bombes? C'est pas par sadisme qu'ils le font. Ils le font pour éviter d'autres victimes civiles. Voilà tout ce que M. Macron, d'un grand geste de plume, a évacué. Des gens qui ont péri déchiquetés, Français pieds noirs, éventuellement militaires français aussi qui étaient dans la foule, s'en fiche. Il a voulu faire un coup. Faire parler de lui, et là encore, je dirais, essayer de récupérer un certain électorat musulman. Donc, je dirais qu'une fois de plus, comme avec sa fameuse déclaration au début de son quinquennat, disant que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, Emmanuel Macron a commis un nouveau crime contre la France. Mais François Hollande n'avait pas ouvert un petit peu cette voie-là déjà. Bien sûr. Oui, des pardons. Macron vient du même coin, non? Oui, bah oui. À chaque fois que nos présidents font un voyage officiel en Algérie, c'est toujours pour défoncer la France, en fait. Alors, j'ai relevé une chose, c'est ce mot de quelqu'un que je n'apprécie pas particulièrement, Jean Sévilla. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Qui est juif, Oui. enfin marin. Qui a dit, oui, mais il faudrait que chacun reconnaisse la part de ses crimes. Ben, je regrette beaucoup. Qui a commencé? Qui a commencé à lancer les bombes? Et le tout premier responsable de tout ça, les tout premiers responsables de tout ça, de ce drame franco-algérien, c'est quoi? Le décret Crémieux. Qui a fait une première guerre civile en 1870, grâce au décret de ce juif représentant de l'Alliance israélite universelle, Crémieux, Adolphe Isaac Crémieux. Décret Crémieux qui a été abroché par Vichy, moyennant quoi toute l'Afrique du Nord musulmane et au-delà n'a plus bougé. Et que s'est-il passé quand De Gaulle est revenu au pouvoir, au gouvernement d'Alger? Il a remis en vigueur le décret Crémieux, et c'était le début de l'insurrection de Sétif. Et puis progressivement, le début de la guerre d'Algérie, et les horreurs qui se sont entraînées, poussées par les communistes. Les poseurs de bombes, comme je disais, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants déchiquetés. Et face à ça, l'armée qui était là pour établir l'ordre, que pouvait-elle faire? Continuer à laisser faire? Ou essayer de savoir et liquider quels étaient les responsables? D'où les tortures. Toutes les armées du monde font ça. Toutes. Y compris américaines. Guantanamo. Ouais. Guantanamo, ça a été quoi? C'est ça, le 500 de torture. Hein? Et faussement. Parce que ces musulmans qui ont été à Guantanamo n'ont rien à faire dans le 11 septembre. Ah oui, ça, on le sait, oui. En plus. En plus. En plus, on pas des criminels. En plus, voilà, exactement. Alors, monsieur Macron. Aïe, aïe, aïe. C'est okay. Tiens, toujours sur Macron. Macron a annoncé un énième plan anti-pauvreté de 8 milliards d'euros. Je ne sais pas ce qu'il compte faire, mais peut-être que vous allez nous éclairer. Vous allez le croire, bien sûr. Non, bien sûr. sûr. Je sens ça, vous allez le croire. Oh, je sens ça.
Vous retirez le revenu minimum d'insertion. Oui, non, mais c'est invraisemblable. Cette capacité de mensonge de tous ces gouvernants, les uns après les autres, c'est plus c'est quoi alors 8 milliards, oui, 8 milliards, pourquoi pas 10 milliards, Oui, pourquoi non, pas 20 milliards, etc. Ils vont les chercher où C'est chez les retraités, chez Ah oui, les... c'est plutôt ça, oui. Hein, c'est La plutôt ça. plus grande plaisanterie là-dedans, c'est qu'ils annoncent coup sur coup, 2 jours en fait, l'un après l'autre, la création d'un revenu universel et la suppression du RSA, quoi, en fait, si vous voulez, du revenu minimum en fait, Assuration. L'inflation, pour les gens qui refuseraient en fait la deuxième proposition de travail. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas complètement des deux aimants pôle Nord qui Non, mais soient en train de il y a une arnaque là-dedans. C'est évident, il y a une Il y a arnaque. quelque chose de très curieux. Hein. Ce Macron est un pervers comme c'est pas permis, il est pervers à tout point de vue. Tout point de vue. Et mon Dieu, je bénirai celui qui nous en débarrassera. Oui, mais enfin, si c'est François Hollande. Mais c'est pour nous en remettre un Non, autre non, type, non. Comment? Ça dépend qui on nous remet derrière. Oui, non, mais écoutez, bon, on fait déjà, on évacue, si possible, celui qui nous emmerde déjà. Ah si, traitement, on verra le traitement à faire subir à l'autre. Le vermifuge. Vermifuge. Et alors, comme vous l'aimez tellement, on a encore 2 questions sur lui. Donc Macron vient de faire un clin d'œil aux gaullistes en faisant insérer la croix de Lorraine dans les... Et là, je vais me permettre un mot anglais parce que finalement, ça définit bien la chose, dans les goodies diffusés par l'Élysée. C'est quoi ça, les goodies? Des goodies, des produits dérivés, des porte-clés, des t-shirts. Ah mais c'est vrai, il fait du commerce maintenant, Oui, avec oui. les produits de l'Élysée. C'est vrai, il y a eu ça aussi, ça c'est invraisemblable. Donc là, des il vient produits, de sortir, des t-shirts, je sais pas C'est quoi. d'abord dans le Mais, sigle. comme ça, on connaît un petit peu plus sur l'origine des gens qui sont derrière lui. Vous voyez C'est pas incroyable. Alors quels vont être les potes qui vont fabriquer ces produits? Ah ben j'ai tout entendu. Et ben, c'est pas les fabricants de frites Macken, monsieur. Ouais, non mais alors en effet, bon pourquoi cette croix de Lorraine, c'est une Ça n'a bonne pas question, été hein. fabricant d'hosties. Et par contre là, il faisait un reportage hier à la télévision disant que il arborait une montre aux couleurs élyséennes, bleu, blanc, rouge, mais faite, je sais plus, vers Besançon ou quelque chose comme ça. Enfin en France, c'était déjà pas mal. Non mais ils sont tout de même coincés dans leur rhétorique parce que en fait, c'est la logique gaulliste dans tout ça. Et on comprend d'ailleurs qu'il se rattache au point de vue symbole au gaullisme, parce que De Gaulle, en donnant l'indépendance à l'Algérie, a fait quoi? Eh bien, il a reconnu le bien fondé des massacres faits par le FLN. Et Macron nous en remet une louche aujourd'hui. Donc c'est la même lignée. Mais moi, ce qui m'a fait tiquer avec cette nouvelle, c'est qu'en fait, et je ferai la même réflexion qu'au sujet de ces déclarations sur justement la torture en Algérie, Macron sait qu'il a perdu la confiance des Français. Alors, je reviens sur une question qui a été rapidement évoquée tout à l'heure. Surprise à la réunion du Parlement européen, réunie à la demande d'Emmanuel Macron pour mettre en accusation Viktor Orban. Le chancelier autrichien Christian Kurz, contrairement à toute attente, a voté pour les sanctions contre Orban. Comment expliquez-vous cette position inattendue? Oui, effectivement, c'est assez surprenant, mais pas tellement. Parce qu'il faut tout de même savoir quelles étaient les positions de Kurz. Alors, bon, position anti-immigration, c'est là-dessus tout de même qu'il s'est fait élire, mais par contre, très pro-sioniste. Très pro-sioniste. Et alors, en plus de ça, il est actuellement le responsable de la tournante au Parlement européen. Donc, vous savez que ça change tous les, je sais pas combien de temps, et c'est l'Autriche maintenant qui est responsable de la marche de ce bidule. Alors, qui est-ce qui a joué pour qu'il soit hostile à Orban? C'est curieux, parce que normalement, il aurait dû voter pour la position d'Orban. Moi, je pense que c'est à cause de ses soutiens, et j'ai reçu tout dernièrement d'ailleurs des documents le concernant sur les appuis dont il a bénéficié du côté de Soros. Alors, ceci explique cela aussi.
En plus de ça, bon, je regrette beaucoup, mais je suis quelque peu insensible au bellâtre. Quand on voit cette espèce de personnage de magazine masculin pour femmes, tiré à 4 épingles, gobiné, etc., ça fait pas très viril. Je dirais que je suis un affreux macho. Je revendique. Pour le président du syndicat des gynécologues obstétriciens français, Bertrand de Rochambeau, l'IVG est bien un homicide. Votre commentaire? Bravo. Bravo. Il était temps qu'un médecin ose au moins dire quelque chose que l'ordre des médecins n'a pas le courage de dire. Je crois que son syndicat, c'est 1600 gynécologues obstétriciens sur 6700, si ma mémoire est bonne. C'est possible. Mais il a eu le courage de dire ça, qui est une évidence même. Le médecin n'est pas fait pour tuer. Surtout qu'il a dit au micro de Quotidien, qui est quand même une saloperie d'émission. Non, il a provoqué un haut le cœur de la part de ceux qui ne sont pas d'accord. Non, vraiment, je tiens à tirer mon chapeau. D'ailleurs, sa structure dont il est le président l'a désavoué. Oui, mais avec une réserve en reconnaissant quand même le droit de l'objection de conscience, que le gouvernement voudrait faire sauter d'ailleurs. Et donc là, bravo, je suis en plus de ça content que ce soit un représentant d'une bonne aristocratie française qui a eu le courage de faire ça. Ça relève le niveau de l'aristocratie française en général. Ouais, j'étais même surprise, agréablement surprise. Non, vraiment chapeau. Ouais, très bien, bravo. Alors moi j'ai une toute autre question pour terminer ce bel entretien. Là on part en Espagne. Le nouveau Premier ministre espagnol socialiste a obtenu du Parlement que la tombe du général Franco soit enlevée du Val de los Caídos. Alors n'est-ce pas là justement le refus d'une réconciliation nationale qu'avait pourtant voulu le fameux général Franco, en créant justement ce Val de los Caídos. Tout à fait. Ah mais tout à fait. Quel a été l'objectif du général Franco après la guerre civile qu'il a emportée face aux anarcho-communistes? Ça a été d'essayer de réconcilier ces deux tendances, nationalistes d'un côté et communistes et autres de l'autre côté, en mettant dans ce même endroit du Val de los Caídos, qui a été édifié d'après sa volonté. Et c'est ce que veut aujourd'hui détruire, c'est ce symbole de réconciliation nationale qu'avait voulu Franco, que le nouveau gouvernement socialiste veut détruire. Voilà, donc ils veulent refaire l'histoire de la guerre civile d'Espagne. C'est une nouvelle guerre civile qui commence, qu'ils sont en train de gagner médiatiquement actuellement. C'est dramatique. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai été en Espagne, il doit y avoir 2 ans, j'ai voulu rentrer au Val de los Caídos, c'était déjà fermé. Et c'était le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Donc vraiment, quand on voit ce qui se passe dans certains pays qui ont bénéficié de grands hommes politiques, je dirais que les peuples ne les ont pas mérités. Le Portugal, l'Espagne, la France, entre autres. Ce sera malheureusement le mot de la fin. On pourrait dire aussi l'Italie, mais il est en train de se racheter pas mal en ce moment. Oui, qui eût cru il y a encore fin 19e siècle que peut-être le renouveau, le réveil de l'Europe viendrait par l'Italie, par la Russie qui à l'époque était URSS. Tout à fait. Et maintenant, on va dire par l'Italie, dont on a une image. Mais rappelez-vous ce que je dis très souvent, c'est que finalement le communisme a mieux préservé, sans le vouloir, l'âme des peuples que la démocratie. C'est vrai. Qui pourrit tout. Tout ce qu'elle touche, elle pourrit. Terminé. Un observateur du régime poutinien a remarqué que depuis la chute de l'URSS, les principes révolutionnaires que le peuple avait rejetés durant l'URSS, parce que c'était quand même un pouvoir qui était odieux,
sont en train tout doucement de se répandre dans les esprits des Russes. Bon, il écrivait ça il y a maintenant 5 ans. J'espère qu'ils ne vont pas aller trop vite. Je ne sais pas si c'est pas une manipulation, ça. Je ne sais pas. Et c'est un admirateur de Poutine qui écrit ça. Oui, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il est certain, c'est une chose que j'ai observée aussi, c'est que Poutine est tout de même très prudent de ne pas heurter la frange encore communiste. Et il y a encore un parti communiste assez relativement important. En Russie, il y a une espèce de nostalgie. Mais le problème, c'est que les peuples oublient vite. Rappelez-vous les mots du maréchal Pétain, disant « les Français ont la mémoire courte ». Les peuples ont la mémoire courte parce que certains font tout pour leur faire oublier. Et dans la mesure, justement, où Poutine a remis à l'honneur la famille tsariste, a rappelé les horreurs de l'assassinat de la famille impériale à Ekaterinbourg et quels en étaient les auteurs, ça ne colle pas tout à fait avec cette déclaration. Il y a de la manipulation là, à mon avis. Bon. Merci. C'est la fin de cet entretien. La fin ? Ouais, merci bien. Merci Je dirais dommage parce que vraiment, on se trouve bien. Ah, il faut se On garder parle le- de choses tout de même intéressantes et de très bonnes questions. Merci de votre présence et de votre collaboration. Merci, M. Plancaron. Merci, monsieur. À très bientôt. À la prochaine. Au revoir.